Bonjour, nous allons continuer le module de la physique des vibrations avec le chapitre 4 intitulé Système linéaire à plusieurs degrés de liberté. Donc après avoir vu le chapitre 1 sur les systèmes libres harmoniques, le chapitre 2 sur les systèmes libres amortis à un seul degré de liberté, le chapitre 3 sur les systèmes libres amortis et forcés à un seul degré de liberté, nous allons maintenant voir le chapitre 4 intitulé Système linéaire à plusieurs degrés de liberté. Ce chapitre s'articule autour de d'abord la définition des degrés de liberté. Ensuite, nous allons voir un cas particulier de système libre à 2 degrés de liberté. Nous allons voir la définition des équations du mouvement faisant la résolution avec le principe fondamental de la dynamique et avec l'équation analytique de Lagrange-Euler. Nous allons voir un cas particulier pour les oscillateurs identiques, des masses identiques et des raideurs identiques. Et nous allons terminer bien évidemment en définissant le système forcé à 2 degrés de liberté et en faisant définir leurs équations différentielles et ne faisons enfin l'étude de régime sinusoïdal de ce système forcé à 2 degrés de liberté. Bon, le degré de liberté, c'est quoi? Les variations indépendantes nécessaires à la description d'un système en mouvement sont appelées degrés de liberté. Donc si nous avons par exemple un système à 2 degrés de liberté, ça veut dire qu'il faut définir 2 variables indépendantes pour décrire le système entier. Nous allons voir des exemples particuliers. Par exemple, si nous avons n variables indépendantes, QI, donc QI c'est une variable générale qui peut être soit une variable de translation, soit une variable de rotation. À ce moment-là, il faut écrire n équations de Lagrange. Les systèmes qui nécessitent 2 coordonnées indépendantes pour spécifier la position des corps, on parle dans ce cas-là à un système à 2 degrés de liberté. Comme on va voir 3 exemples. Le premier exemple, deux masses, M1 et M2, sont suspendues à 3 raideurs et disposées verticalement. Nous allons voir le deuxième exemple, un double pendule de longueur L1 et L2, de masse M1 et M2. Et nous allons voir le troisième exemple, la masse grand M est accrochée à 2 ressorts et elle est assujettée à se déplacer verticalement et à faire des rotations θ. Donc dans les 3 cas-là, nous avons 2 variables indépendantes. Le premier cas, nous avons donc les 2 masses M1 et M2 sont assujettées à se déplacer selon 2 variables x1 et x2. On parle ici de 2 degrés de liberté. Dans le deuxième cas, on peut étudier le double pendule soit en faisant intervenir les variables x1 et x2, soit en faisant intervenir les variables y1 et y2, des masses M1 et M2, soit en faisant intervenir les variables angulaires θ1 et θ2. Dans le troisième cas, nous avons 2 variables, une de translation x et une de rotation θ. Si les masses M1 et M2 sont astreintes à se déplacer verticalement, 2 coordonnées x1 et x2 sont nécessaires pour spécifier la position de chaque masse à chaque instant. Si la masse grand M est astreinte à se déplacer dans un plan vertical, on va parler de 2 coordonnées. Une coordonnée selon la direction x de la masse M et une coordonnée de rotation θ lorsque la masse fait une rotation d'un angle θ. Ces 2 coordonnées sont indépendantes l'une de l'autre. Donc on parle dans ce cas-là de 2 degrés de liberté. Il y a autant d'équations de Lagrange que de degrés de liberté. Si vous avez 3 variables indépendantes, il faut 3 équations de Lagrange pour
mettre en évidence l'équation du mouvement du système. Pour l'étude des systèmes à 2 degrés de liberté, il est nécessaire d'écrire 2 équations différentielles du mouvement que l'on peut obtenir à partir des équations de Lagrange-Euler. Bon, on va faire la résolution avec le principe fondamental de la dynamique. Le système que nous allons étudier est composé de 2 masses M1 et M2 avec 3 ressorts K1, K et K2. Le ressort du milieu, c'est un ressort qui s'appelle le ressort de couplage. Pour faire le principe fondamental de la dynamique, nous avons besoin de modéliser ce système selon les forces qui s'en exercent. Donc, pour la masse M1, 2 forces de rappel. La première, moins K1 X1. La deuxième, c'est K facteur de X2 moins X1 pour le ressort de couplage. Pour la masse M2, la même chose. La première, pour le ressort de couplage, c'est moins K facteur de X2 moins X1. La deuxième pour le ressort K2, c'est moins K2 fois X2. En appliquant le PFD et en sommant les forces qui s'exercent sur chaque masse, on obtient le système suivant. La première équation du système s'écrit M1 fois l'accélération X1 de point est égal à K facteur de X2 moins X1 moins K1 X1. La somme des forces qui s'exercent sur M1 est égale à M1 fois l'accélération. La même chose pour la deuxième équation. La somme des forces qui s'exercent sur la masse M2 est égale à M2 fois l'accélération X2 de point. En réarrangeant ce système-là, en fonction de X1 et X2, nous obtenons pour la première équation M1 X seconde 1 plus K1 plus K X1 moins K X2 égale 0. La deuxième, M2 X2 de point plus K2 plus K X2 moins K X1 égale 0. Si vous regardez ces 2 équations-là, nous avons dans la première moins K X2 pour la variable X1 et nous avons moins K X1 pour la variable X2. Pour la deuxième résolution avec l'équation analytique de Lagrange-Euler, on va considérer la même chose, un système constitué de 2 masses M1 et M2, reliés respectivement par 2 ressorts de raideur K1 et K2 à 2 bâtis fixes. Les 2 masses sont reliées par un ressort de raideur K qui s'appelle le ressort de couplage. Donc le schéma du système est le suivant. Nous avons M1 qui se déplace avec une variable X1 de t, M2 se déplace avec une deuxième variable X2 de t. X1 de t et X2 de t sont 2 variables indépendantes. Donc nous avons un système à 2 degrés de liberté. Les équations du mouvement pour ce système à 2 degrés de liberté peuvent être obtenues à partir des équations de Lagrange pour chaque coordonnée X1 de t et X2 de t. Donc pour mettre en évidence ces équations de Lagrange, on va déterminer l'énergie cinétique du système et son énergie potentielle. L'énergie cinétique s'écrit pour le système entier formé des 2 masses M1 et M2 qui se déplacent avec les variables X1 et X2. EC égale 1 demi M1 X point 1 au carré plus 1 demi M2 X2 point au carré. L'énergie potentielle, dans notre cas, dans ce système, il s'agit uniquement de l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique des 3 ressorts. Donc le premier ressort de raideur K1, son énergie potentielle élastique s'écrit 1 demi K1 X1 au carré. L'énergie potentielle du deuxième ressort de couplage s'écrit 1 demi K X1 moins X2 au carré. Pour le troisième ressort de raideur K2 et de variable X2 s'écrit 1 demi K2 X2 au carré. Ensuite, on va réarranger l'énergie potentielle en fonction des variables X1, X2. Nous obtenons donc l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi K1 plus K X1 au carré plus 1 demi K2 plus K X2 au carré moins K X1 X2. Donc pour déterminer les équations de Lagrange, on a besoin de Lagrangien. Le Lagrangien s'écrit L égale EC moins EP.
Donc, vous avez EC, vous avez EP, donc nous allons faire la différence. EC moins EP s'écrit donc L égale 1 demi M1x point 1 au carré plus 1 demi M2x 2 points au carré moins l'énergie potentielle élastique du système. Les équations de Lagrange, nous les avons déjà vues dans les chapitres 2 et 3. La même chose dans le cas d'un système non amorti et non forcé. Non amorti, ça veut dire la fonction de dissipation D égale 0. Non forcé, ça veut dire que la force d'excitation est nulle. Nous obtenons le système, dans notre cas, à 2 degrés de liberté. La dérivée par rapport au temps de la différentielle de grand L par rapport à x.1 moins d rang L sur d rang x1 égale 0 pour la première variable x1. Pour la deuxième, masse m2 de variable x2, la même équation, la dérivée par rapport au temps de d rang L sur d rang x.2 moins d rang L sur d rang x2 égale 0. Nous allons donc trouver, en remplaçant L par sa valeur et en faisant les dérivées nécessaires, nous trouvons le système suivant. La même chose que le système avec le principe fondamental de la dynamique. Mais avec l'équation de Lagrange-Euler, c'est plus rapide et plus simple. Donc nous obtenons M1x seconde 1 plus K1 plus KX1 moins KX2 égale 0. M2x seconde 2 plus K2 plus KX2 moins KX1 égale 0. Les termes moins KX2 et moins KX1 qui apparaissent respectivement dans la première équation et dans la deuxième équation s'appellent les termes de couplage. Pour résoudre ce problème, donc on va passer à la résolution de ce système à 2 degrés de liberté. Donc on va utiliser une représentation matricielle. En posant, bien évidemment, nous avons des équations différentielles de second ordre pour x1 et de second ordre pour x2. Nous avons besoin donc pour chacune des variables de 2 conditions initiales. Donc au total, nous avons besoin de 4 conditions initiales. 2 sur les abscisses x1 de 0 et x2 de 0 et 2 sur les vitesses initiales x.1 de 0 et x2 de 0. Donc 4 conditions initiales pour résoudre le système entier. On recherche une solution particulière de la forme, une forme sinusoïdale, x1 de t égale a 1 cos oméga t plus phi1 et x2 de t égale a2 cosinus oméga t plus phi2. Bien évidemment, A1, A2, Phi1 et Phi2 sont des constantes qui dépendent des conditions initiales définies auparavant. Oméga, c'est une pulsation propre du système. On va substituer les solutions x1 et x2 dans le système d'équations différentielles obtenues. Nous allons donc, en utilisant bien évidemment la représentation complexe, rapide et simple pour résoudre les équations différentielles, nous allons obtenir un système à 2 variables, A1 et A2. La première, donc K1 plus K moins M1 oméga carré A1 moins KA2 égale 0. La deuxième équation du système, moins KA1 plus K2 plus K moins M2 oméga carré facteur de A2 égale 0. Donc on va résoudre ce système pour déterminer les constantes A1 et A2. Ce système, il admet une solution non nulle, non identiquement nulle, ce qu'on appelle la solution triviale, seulement si le déterminant en fonction de oméga des coefficients de A1 et A2 sera égal à 0. Le déterminant s'écrit K1 plus K moins M1 oméga carré moins K K2 plus K moins M2 oméga carré égale 0. Donc en résolvant ce système, le déterminant delta de oméga est appelé déterminant caractéristique et l'équation delta oméga égale 0 s'appelle l'équation caractéristique ou équation aux pulsations propres du système. Cette équation caractéristique s'écrit donc la détermination de déterminant, donc K1 plus K moins M1 oméga carré facteur de K2 plus K moins M2 oméga carré moins K au carré égale 0. En développant cette équation, nous allons trouver une équation bicarrée, donc à l'ordre 4, oméga 4 moins
K1 plus K sur M1 plus K2 plus K sur M2 oméga carré plus une constante est égale à 0. Cette équation est une équation quadratique en oméga, ça veut dire quadratique, donc d'ordre 4, qui admet deux solutions réelles positives, oméga 1 et oméga 2, appelées les pulsations propres du système. Et il y en a en général deux pulsations propres dans un système à 2 degrés de liberté. Chacune des coordonnées x1 et x2 possède deux composantes harmoniques de pulsation oméga 1 et oméga 2. On va écrire donc les solutions x1 et x2 sous la forme x1 égale a11 cosinus oméga 1t plus phi1 plus a12 cosinus oméga 2t plus phi2. La même chose pour la deuxième variable x2 qui s'écrit a21 cosinus oméga 1t plus phi1 plus a22 cosinus oméga 2t plus phi2. Donc la résolution, le terme dans ces deux équations, le terme de plus basse fréquence correspondant à la pulsation oméga 1, il est appelé la valeur fondamentale, la pulsation fondamentale, ou bien on l'appelle directement le fondamental. L'autre, qui est plus grande qu'oméga 1, c'est-à-dire la pulsation oméga 2, il est appelé l'harmonique. Les doubles indices A1, 1,2, 2,1 et 2,2 sont utilisés pour les amplitudes des différentes composantes harmoniques du système. Le premier indice se réfère à la coordonnée et le second à la pulsation. Par exemple, A12 est l'amplitude de x1 à la pulsation oméga 2. Donc le premier indice 1 se réfère à la variable, à l'amplitude de x1. Le deuxième indice 2 se réfère à la pulsation 2. Lorsque, donc des cas particuliers, lorsque A12 est égal à A22 égale 0, dans ce cas-là, x1 et x2 correspondant à la première solution particulière sont des fonctions sinusoïdales. Elles sont en phase de pulsation oméga 1, on dit que le système oscille dans le premier mode. Dans ce cas, on obtient, en annulant bien évidemment A12 et A22, on obtient x1 égale A11 cosinus oméga 1t plus phi1 et x2 égale A21 cosinus oméga 1t plus phi2. Lorsque, dans le cas contraire, A11 égale A21 égale 0, dans ce cas-là, x1 et x2, les variables du système, correspondant à la seconde solution particulière, sont des fonctions sinusoïdales en opposition de phase de pulsation oméga 2. On dit que le système oscille dans le second mode, c'est-à-dire le mode oméga 2. Dans ce cas, nous obtenons les deux variables x1 égale a12 cosinus oméga 2t plus phi2 et x2 égale a22 cosinus oméga 2t plus phi2. On va voir maintenant la première solution particulière. Donc, dans le cas de x1 égale a11 cosinus oméga 1t plus phi1, x2 égale a21 cos oméga 1t plus phi1, x1 et x2 doivent vérifier le système d'équations différentielles suivant. Donc, en remplaçant bien évidemment x1 et x2 par leur valeur complexe, et en remplaçant dans le système, nous trouvons K1 plus K moins M1 oméga 1 au carré A11 moins K A21 égale 0. La deuxième pour x2 moins K A11 plus K2 plus K moins M2 oméga K oméga 1 au carré fois A21 égale 0. Ces deux équations nous permettent d'obtenir le rapport des amplitudes dans le premier mode ou bien le mode dans le fondamental. Nous allons trouver R1, c'est le rapport des amplitudes, A21 sur A11, qui est égal à K1 plus K moins M1 oméga 1 au carré sur K, qui est égal à K sur K2 plus K moins M2 oméga 1 au carré. La seconde solution particulière, pour x1 égale à 1 de cosinus oméga 2t plus phi2, c'est-à-dire dans le deuxième mode qui est l'harmonique, x2 égale à 2 cosinus oméga 2t plus phi2. La même chose, x1 et x2 doivent vérifier le système d'équations différentielles suivant.
en remplaçant x1 x2 dans le plan complexe par des fonctions complexes et en remplaçant dans le système, on obtient k1 plus k moins m1 oméga 2 au carré a1 2 moins k a2 2 égale 0. Et dans la deuxième, moins k a1 2 plus k2 plus k m oméga carré a2 2 égale 0. Ces deux équations nous permettent d'obtenir le rapport des amplitudes dans le second mode, c'est-à-dire l'harmonique. Nous obtenons donc le système en faisant le rapport R2 qui est égal à A22 sur A12, il sera égal à K1 plus K moins M1 oméga carré 2 sur K, qui est égal à K sur K2 plus K moins M2 oméga 2 au carré. La solution générale maintenant, x1 et x2, est une combinaison linéaire de ces deux solutions particulières, x1 et x2. Donc c'est le théorème de superposition. Ce que nous avons trouvé pour x1 et pour x2, nous allons le sommer en faisant la même solution. Donc x1 égale a11 cosinus oméga 1 t plus phi1 plus a12 cosinus oméga 2 t plus phi2. La même chose pour x2 en multipliant a11 par le rapport des amplitudes R1 et en multipliant a12 par le rapport des amplitudes R2. Donc x2 égale R1 A1 1 cosinus oméga 1 t plus phi 1 plus R2 A1 2 cosinus oméga 2 t plus phi 2. Bon, on va considérer le cas particulier de deux oscillateurs identiques pour comprendre le système en général. On va prendre les deux masses M1 est égal à M2 est égal à M et les ressorts K1 égale K2 égale K0. Dans ce cas, les pulsations propres, on va refaire les mêmes calculs tout en remplaçant bien évidemment les équations M1 et M2 par M, K1 et K2 par K0. Nous allons trouver bien évidemment les pulsations propres, oméga 1 pour le fondamental et oméga 2 pour l'harmonique. Oméga 1 donc sera égal à la racine de K0 sur M. K0 c'est le ressort de couplage et oméga 2 égale racine de K0 plus de K sur M. Donc si on va mettre en facteur K0 sur M, nous obtenons donc racine de K0 sur M facteur de 1 plus de K sur K0, c'est-à-dire oméga 2 égale oméga 1 racine de 1 plus de K sur K0. Les rapports d'amplitude correspondant à ces pulsations sont respectivement R1 égale plus 1 et R2 égale moins 1. Après avoir vu donc les systèmes libres à 2 degrés de liberté, nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour les systèmes forcés à 2 degrés de liberté. Soit un système à 2 degrés de liberté soumis à des forces qui dérivent d'un potentiel. Donc nous allons voir un système forcé à 2 degrés de liberté auquel s'exercent les forces que nous allons mettre en évidence. Donc il y a des forces qui dérivent d'une énergie potentielle, il y a des forces de frottement visqueuses et il y a des forces extérieures, ce qu'on appelle les forces d'excitation. Si les coordonnées généralisées sont Q1 et Q2, nous obtenons les équations de Lagrange-Euler qui s'écrivent d sur dt de d rond L sur d rond Q.1 moins d rond L sur d rond Q1 plus d rond D sur d rond Q.1 égale F Q1. Bon, D, grand D, c'est ce qu'on appelle la fonction de dissipation, et F Q1, c'est la force d'excitation qui s'exerce sur la variable Q1. La même chose pour la variable Q2, D sur dt de d rond L sur d rond Q.2 moins d rond L sur d rond Q1 plus la dérivée de la fonction de dissipation par rapport à la dérivée de la variable 2 est égale à Q2. On écrit les forces dans le cas de la translation, il s'agit des forces F1 et F2. Dans le cas de la rotation, on remplace les forces par leur moment. Le moment des forces par rapport à l'axe de rotation pour la masse M1 et pour la masse M2. Pour étudier les particularités des oscillations forcées des systèmes à 2 degrés de liberté, étudions le système symétrique de la figure ci-dessus. Nous avons un système où vous avez 3 ressorts de raideur K et grand K pour le ressort de couplage,
nous avons deux masses identiques. Sur la masse, la première masse de variable x1 s'exerce une force extérieure d'excitation grand F, et vous avez bien évidemment deux amortisseurs de coefficient d'amortissement alpha. Donc on va chercher les équations différentielles de ce système. Bon, les équations différentielles du mouvement s'écrivent pour le Lagrangien, L est égal à EC moins EP, qui est égal à 1 demi mx.1 au carré plus 1 demi mx.2 au carré, moins l'énergie potentielle du système, 1 demi kx1 au carré moins 1 demi kx1 moins x2 au carré, moins 1 demi kx2 au carré. La fonction de dissipation s'écrit dans le cas de l'amortissement visqueux D égale 1 demi alpha x.1 au carré plus 1 demi alpha x.2 au carré. En manipulant les deux équations de Lagrange, on va trouver le système qui est devant vous. Donc mx.x seconde 1 plus k plus grand kx1 plus alpha x.1 moins kx2 égale f1. mx seconde 2 plus k plus grand kx2 plus alpha x2 point moins kx1 égale 0, puisqu'il n'y a pas d'excitation sur la deuxième masse petit m. La solution générale de ce système d'équation différentielle est égale à la somme de la solution de système homogène et bien évidemment d'une solution particulière. Or, on a vu que la solution de l'équation homogène en raison des amortissements, elle tend vers 0 lorsque le temps augmente. Donc nous allons étudier uniquement le régime permanent qui s'établit après un certain moment du régime transitoire. La solution donc devient égale à la solution permanente et s'écrit x1 égale grand A cosinus oméga t plus phi1 et x2 égale grand B cosinus oméga t plus phi2. Pour calculer les amplitudes A et B, des constantes A et B, ainsi que les phases phi1 et phi2, on va utiliser la méthode des nombres complexes et on peut écrire pour x1, x2 et f. x1 c'est la partie réelle du nombre complexe A bar exponentielle j oméga t. x2 c'est la partie réelle du nombre complexe B bar exponentielle j oméga t. Et f c'est la partie réelle de f bar exponentielle j oméga t. Donc on passe bien évidemment du plan réel au plan complexe. A bar c'est A exponentielle j phi 1, B bar c'est B exponentielle j phi 2 et f c'est f0 exponentielle j fois 0. Donc f bar c'est f0. Dans ce cas, les équations différentielles se transforment en un système d'équations algébriques qui s'écrit. Donc la première équation, petit k plus grand k moins m oméga carré plus j alpha oméga fois facteur de a bar moins k fois b bar égale f bar. La deuxième équation, donc petit k plus grand k moins m oméga carré plus j alpha grand oméga facteur de b bar moins k a bar égale 0, puisqu'il n'y a pas de force d'excitation sur la deuxième masse. On va considérer d'abord le cas d'un amortissement suffisamment faible pour que l'on puisse considérer que le système d'équations différentielles s'écrit. Donc on va négliger, c'est-à-dire on va négliger l'amortissement, là où il y a alpha sera égal à 0. Donc le système d'équations algébriques devient petit k plus grand k moins m oméga carré fois a bar moins k fois b bar égale f bar. La deuxième moins k a bar plus petit k plus grand k moins m oméga carré facteur de b bar égale 0. Les solutions de ce système sont a bar égale f sur m multiplié par oméga a au carré moins oméga carré sur oméga 1 au carré moins grand oméga carré facteur de oméga 2 au carré moins grand oméga carré. Et b bar égale k fois f bar sur m carré fois 1 sur oméga 1 au carré moins grand oméga au carré facteur de oméga 2 au carré moins grand oméga 2 au carré. Grand oméga au carré, pardon. Les pulsations oméga 1, oméga 2 et oméga A
sont bien évidemment, donc oméga 1 égale racine de K sur M, oméga 2 égale K, petit k plus 2 grand K sur M, et grand oméga A, donc c'est la pulsation d'anti-résonance que nous allons voir donc, lorsque nous faisons la résolution. Les amplitudes des déplacements x1 et x2 sont alors données par A, donc c'est l'amplitude de A bar, B c'est l'amplitude de B bar, donc A est égal à F sur M, valeur absolue oméga au carré, oméga A au carré moins oméga au carré sur oméga 1, petit oméga 1 au carré moins grand oméga au carré, en valeur absolue, fois oméga 2 au carré moins grand oméga au carré, en valeur absolue. La même chose pour B, en prenant l'amplitude de B bar. Les variations des amplitudes A et B, si nous faisons la représentation graphique des amplitudes A et B, nous allons obtenir pour A, donc la figure devant vous, et pour B, la figure qui est devant vous. Donc, vous remarquez que lorsque la pulsation grand oméga est égale à oméga 1, oméga 2, les amplitudes A et B tendent vers l'infini. Donc, on les appelle des pulsations de résonance. Et lorsque oméga tend vers l'infini, les amplitudes tendent vers 0. Vous remarquez que lorsque, pour l'amplitude A, grand A, lorsque oméga est égal à oméga A, l'amplitude grand A est nulle. C'est pourquoi nous l'appelons la pulsation d'anti-résonance. Oméga 1 et oméga 2 s'appellent les pulsations de résonance. Oméga A s'appelle la pulsation d'anti-résonance.